Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux 14h de Radio J, votre grand moment d'information de l'après-midi. Steve Nadjar au micro, merci de votre fidélité. Je suis ravi de vous retrouver. Un 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live. Au sommaire de cette édition, à 14h12, la correspondance depuis Jérusalem de Pascal Sunshine. À 14h24, l'instant Limoud avec le rabbin Raphaël Sadine, avec lequel on parlera évidemment de la fête de Soukhot. Et puis, le grand entretien de cette édition, je recevrai tout à l'heure le cofondateur du Printemps républicain, Gilles Clavreul. Il nous dira ce qu'il a pensé de l'intervention d'Emmanuel Macron ce matin sur le séparatisme islamiste. Cette intervention, on y revient tout de suite dans le premier bulletin d'information de cet après-midi. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. Alors, que s'est-il passé ce matin ? Emmanuel Macron a présenté au Mureau dans les Yvelines sa stratégie contre les séparatismes. Le président français a annoncé que la loi contre le séparatisme sera présentée le 9 décembre prochain au Conseil des ministres. Le chef de l'État a déclaré « Nous devons nous attaquer au séparatisme islamiste ». Emmanuel Macron a ensuite expliqué que le projet de loi serait axé autour de 5 piliers. Un des axes sera l'école. Le président français a annoncé qu'à partir de la rentrée 2021, elle serait obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. Le chef de l'État veut libérer l'islam en France de ses influences étrangères. Il a annoncé mettre fin à la formation des imams et des psalmodieurs en Turquie, au Maroc et en Algérie. Le Conseil français du culte musulman aura la charge d'un label de formation des imams. On écoute tout de suite un extrait de l'intervention du président de la République. Nier le réel n'est jamais une bonne voie. Et ensuite, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est le plus grand cadeau qu'on pourrait faire à ceux qui veulent basculer la République. Mais il nous faut, comme je le disais, aller au bout de cette structuration. Et donc ce dont nous sommes convenus avec le Conseil français du culte musulman, c'est que d'ici à 6 mois au plus tard, celui-ci allait finaliser un travail largement commencé depuis plusieurs mois et indispensable. Un travail qui consiste, premièrement, à labelliser des formations d'imams dans notre pays. Deuxièmement, à assumer une responsabilité cultuelle qui sera celle de la certification des imams. Emmanuel Macron qui veut aussi enseigner davantage, Gabriel, l'arabe à l'école. C'est le 4e axe du projet de loi, construire en France un islam des Lumières pour ne pas laisser la compréhension de l'islam à des débats idéologiques et exclusivement politiques. Emmanuel Macron a annoncé la création d'un institut scientifique d'islamologie et la création de postes dans l'enseignement supérieur et la recherche dans ce champ. On va rejoindre tout de suite depuis le tribunal de Paris Michel Zerbib pour ce 23e jour du procès des attentats de janvier 2015. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. Michel, c'est un commissaire belge qui a été auditionné ce matin par la Cour. Oui, un enquêteur de Charleroi, puisqu'il y a un volet belge à toute cette affaire, et notamment les réseaux de Koulibaly, et c'était les lignes téléphoniques, les rencontres entre 3 hommes, Karasoulard, Catino et Polat, qui ont été à l'ordre du jour de cette audition de l'enquêteur de Charleroi, qui a rappelé ces phénomènes tout à fait particuliers de la destruction des puces téléphoniques le 8 janvier 2015, c'est-à-dire au moment où, en l'occurrence, Koulibaly venait de perpétrer son attentat de côté de Montrouge, mais la photo de l'individu n'était pas encore publique. D'où, bien sûr, l'incrimination des 3 hommes qui n'avaient normalement pas encore la photo publiée à la police et qui ont préféré détruire leur téléphonie, leur puce. Pour autant, il est établi dans ces études qui sont très techniques et très minutieuses par la police belge que non seulement ils se connaissent très bien, qu'ils ont travaillé ensemble et qu'ils ont été, pour la plupart d'entre eux, sous la coupe absolue de Koulibaly. Et c'est ce qui est en train, en ce moment, bien sûr, d'être écouté à la Chambre, à la Cour de justice. Excusez-moi un instant, voilà. Et ce procès, donc, qui montre les liens entre notamment un des accusés dans le box et Koulibaly, un lien de subordination entre eux, à la question notamment de Maître Corchia. Et quant à la déclaration spontanée d'un autre
interroger Kara Soulard. Elles ne suffisent pas à le dédouaner précisément de son implication apparemment dans les ventes de voitures, d'armes et d'autres objets qui ont participé également à la constitution du crime notamment des 7, 8 et 9 juillet. On parle précisément de Koulibaly. À noter que la Cour, finalement, n'entendra pas Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Le président de la Cour a estimé que son audition n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. Les débats vont continuer. Ils continueront également demain, c'est-à-dire samedi, le Shabbat, avec beaucoup d'auditions et notamment l'intervention d'un certain Farid Benyetou, qui est considéré par beaucoup comme le mentor de Koulibaly et des frères Kouachi. Ça se passera samedi, mais on vous en parlera évidemment sur Radio J. Michel Zarib depuis le tribunal de Paris pour le procès des attentats de janvier 2015. Merci Michel. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Shabbat Shalom. L'actualité de la Covid-19 maintenant en France. La pandémie continue sa progression dans le pays. Olivier Véran a annoncé hier soir que nous étions dans une phase d'aggravation. Lors de son point presse hebdomadaire, le ministre de la Santé a déclaré que le virus évoluait bien trop vite dans les grandes villes. Paris et la Petite Couronne pourraient passer en zone d'alerte maximale dès lundi. Et on écoute un extrait de l'intervention hier de la conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran. La situation de la métropole parisienne maintenant, où là aussi, vous voyez qu'il y a une dégradation qui s'est accélérée sur Paris et la Petite Couronne. Depuis hier, en effet, dans les dernières 24 heures, Paris a franchi les 3 seuils qui peuvent correspondre à la zone dite d'alerte maximale. Ce franchissement des seuils, nous ne l'observons que depuis quelques heures. Nous avons besoin évidemment de le confirmer dans les tout prochains jours. Mais si ça devait se confirmer, nous n'aurions pas d'autre choix que de placer Paris et la Petite Couronne en zone d'alerte maximale, et ce, dès lundi. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, hier soir, sur le plan comptable, Gabriel, l'Hexagone a franchi la barre des 32 000 morts du coronavirus. 63 décès de plus ont été recensés hier. Près de 14 000 nouveaux cas de la Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures dans le pays. On compte plus de 6 600 hospitalisés actuellement et plus de 1 200 personnes en réanimation. Des annonces du gouvernement qui pourraient évidemment impacter la vie communautaire juive dans les prochaines semaines. La fête de Soukhot, la fête des cabanes, vous le savez, démarre ce soir pour 8 jours. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le président de la communauté juive de Créteil, Albert Elharar. Bonjour et Shana Tova. Bonjour, Shana Tova, Khatima Tova. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Albert Elharar, votre communauté est l'une des plus dynamiques d'Île-de-France. Comment allez-vous organiser les différents moments de prière et de rassemblement de la fête de Soukhot ? Écoutez, depuis la réouverture des synagogues au mois de juin, on s'est adapté aux mesures sanitaires qui étaient bien sûr à mettre en place. Ça s'est passé comme ça pour Rosh Hashanah. Pour Kippour, les mesures ont été appliquées. Pour Soukhot, ça sera pareil, en fonction des mesures qui ont été dictées par le gouvernement. Je crois que la vie sociale se limite à moins de 10 personnes, pas de rencontres. Donc les Soukhot, elles ont été installées dans tous les oratoires, mais avec des restrictions draconiennes. C'est-à-dire il n'y a pas de kidouche collectif, ça sera par vague de 10 personnes. Donc les fidèles pourront manger sous la souka, mais par petits groupes. Non, on mange pas. Le kidouche. Seulement le kidouche, d'accord, c'est important de le préciser. Tout à fait, attention, c'est important. J'ai interdit les platotes qui étaient utilisés dans les synagogues pour pouvoir permettre aux familles de se retrouver. On ne traîne pas, si vous voulez, dans la souka comme on le faisait malheureusement dans des situations, on peut dire normales. Aujourd'hui, il y a des restrictions et on respecte les règles qui sont dictées par le gouvernement et bien sûr par le consistoire de Paris, notre autorité de tutelle. Merci beaucoup Albert Elharar d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté juive de Créteil. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Shalom, Chag Sameach. L'actualité du coronavirus dans le monde aujourd'hui, c'est évidemment l'actualité aux États-Unis avec Donald Trump qui a annoncé ce matin avoir été testé positif à la Covid-19, Gabriel. Le président américain a ajouté que lui et sa femme seraient tous deux placés en quarantaine. La première dame, Melania Trump, a précisé qu'elle et son mari se sentaient bien. De nombreuses personnalités politiques à travers le monde leur ont souhaité des vœux de prompt rétablissement. Benjamin Netanyahu a adressé ses meilleurs vœux de guérison au président américain
américain et à la première dame au nom de millions d'Israéliens. Même son de cloche du côté du président de l'État, Reuven Rivlin, et du ministre de la Santé, Yuli Edelstein, qui souhaite un rétablissement complet et rapide au président Trump. Et puis en Israël, c'est le Rav Chaim Kanievski qui a été diagnostiqué positif au coronavirus. Le rabbin de 92 ans se sent bien et poursuit ses études habituelles sous étroite surveillance médicale, a indiqué son bureau. Plusieurs proches parents du Rav Kanievski avaient contracté le virus ces derniers jours, dont 2 de ses petits-fils. Et à quelques heures de l'entrée de la fête de Sukkot, la situation sanitaire continue de se dégrader en Israël. Le ministère de la Santé a rapporté 7639 nouveaux cas positifs du coronavirus les dernières 24 heures. L'État hébreu compte 70 660 cas actifs, dont 807 patients dans un état grave et 196 sous respirateur. 1622 personnes sont décédées de la Covid-19 depuis le début de la pandémie. Et selon le Conseil national de sécurité, l'approvisionnement du pays en gants chirurgicaux et masques N95 sera épuisé dans un mois et il ne restera plus rien d'ici novembre-décembre. Des hauts responsables de Tsahal ont déclaré à la radio qu'ils avaient déjà passé une commande importante pour l'équipement nécessaire et espéraient qu'il sera livré dans les prochaines semaines. Et le gouvernement Gabriel a publié des consignes avant la fête. Selon un rapport de l'exécutif, les soukas constituent un grave danger pour la propagation du coronavirus. La souka est en grande partie un espace clos et constitue un grave danger de contagion, indique le rapport du gouvernement. L'actualité défense de l'après-midi, Israël a arrêté ce matin un haut dirigeant du Hamas en Judée-Samarie. Il s'agit d'Hassan Youssef, chef du groupe terroriste palestinien dans la région et l'un des membres fondateurs du Hamas. Il a été arrêté à son domicile à Ramallah. Selon une source de sécurité israélienne, il a été impliqué dans une reprise des activités du Hamas. Depuis qu'il a aidé à fonder le mouvement terroriste du Hamas dans les années 80, Hassan Youssef a été arrêté de nombreuses fois et a passé des années dans les prisons israéliennes. Alors qu'il était toujours derrière les barreaux en 2006, il a été élu au Parlement palestinien. Et puis c'est le président turc qui fait encore parler de lui. Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre hier que Jérusalem appartenait à la Turquie. Une référence du président turc au contrôle de l'Empire ottoman sur la ville pendant une grande partie de l'ère moderne. Dans cette ville que nous avons dû quitter en larmes pendant la Première Guerre mondiale, il est encore possible de croiser des traces de la résistance ottomane. Donc Jérusalem est notre ville, a-t-il déclaré au législateur turc lors d'un important discours politique à Ankara. Et puis Gabriel, on va terminer avec du sport et plus précisément du football. Tirage au sort tout à l'heure de la Ligue Europa. L'Hapoel Beersheva est tombé dans le groupe de Lille et du Milan AC. Le club israélien de football devra aussi affronter le Celtic Glasgow. L'autre club israélien, le Maccabi Tel Aviv, est tombé avec Villarreal, Karabag et Sivasspor. Merci Gabriel Attal. 14h13, on s'envole tout de suite pour Israël pour rejoindre notre correspondante permanente sur place. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadja. Pascal, la nouvelle est donc tombée dans la matinée. Le leader de la communauté orthodoxe lituanienne, le Rav Chaim Kanievski, est malade du coronavirus. Oui, on l'a appris effectivement ce matin. Le Rav Kanievski qui justement hier s'était exprimé ou en tout cas avait, fait connaître son avis quant aux mesures de précaution et aux mesures sanitaires à prendre pour les fidèles de sa communauté. Il avait été questionné par un de ses disciples et à la question de savoir si l'on pouvait effectuer des tests Covid durant la période de la fête, plus précisément durant la période entre les fêtes, le Chol HaMoed, et que l'on pouvait considérer que là, il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Le Rav Kanievski avait répondu par l'affirmative, oui, les Juifs peuvent faire des tests de Covid pendant la fête. Donc, son intervention était intervenue quelques heures avant que l'on apprenne qu'il était lui-même positif au Covid, mais ce qui veut dire aussi que le chef de file du courant lituanien fait partie de ces rabbins qui aujourd'hui sont beaucoup plus proches des consignes sanitaires du ministère de la Santé, des autorités israéliennes. Donc il s'agit de quelqu'un, outre son autorité religieuse et morale, qui est réellement dans le siècle et conscient de la gravité de la crise sanitaire. Pascal, la communauté Haredi est particulièrement touchée par le Covid-19. On a appris aujourd'hui que 4 malades sur 10 dans le pays étaient issus de ce secteur de la population. En quelques mots, même si la question est complexe, quelles en sont les principales causes ?
Les principales causes, il y a d'une part la densité de population. Il s'agit d'une population qui vit en zone urbaine et en zone urbaine extrêmement dense, des familles nombreuses qui habitent dans des appartements relativement exigus, ce qui fait que déjà le risque de contamination est démultiplié. Le mode d'études aussi, des jeunes en collège d'études talmudiques qui restent en circuit fermé pendant des semaines et qui ensuite regagnent leur famille, et il suffit effectivement que quelques-uns d'entre eux soient contaminés pour que là aussi le taux de contagion explose. Donc c'est d'abord dû à leur mode de vie et aussi au fait que des consignes contradictoires ou des analyses contradictoires selon certains leaders religieux plongent aussi ces communautés dans la confusion, certains les enjoignant à poursuivre leur activité de manière normale et routinière, alors que évidemment la vigilance imposée est tout à fait différente, absolument. Merci beaucoup Pascal Zonstein. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau direct de Jérusalem. Shabbat Shalom Pascal et Chag Sameach. Chag Sameach, Shabbat Shalom. 14h16, on va marquer une courte pause, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite du journal en compagnie de Gilles Clavreul. On reviendra avec lui sur les discours ce matin d'Emmanuel Macron sur le séparatisme islamiste. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. 14h18, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro pour vous accompagner jusqu'à 14h30. Tout de suite, le grand entretien de cette édition consacré au discours d'Emmanuel Macron ce matin sur les séparatismes. Gilles Clavreul, bonjour. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et cofondateur du Printemps républicain. Gilles Clavreul, saluez-vous cet après-midi ce discours du président de la République qui a eu des mots forts contre le séparatisme islamiste? En tout cas, quel changement de ton, de perspective de la part du président de la République depuis son élection il y a un peu plus de 3 ans. C'était des problématiques, des thèmes avec lesquels il n'était pas à l'aise, dont il ne voulait pas faire le centre de son action politique. Là, aujourd'hui, il a tenu un discours, de revenir plus en détail, mais qui a le mérite d'être clair, de ne pas tourner autour du pot, de nommer clairement l'objectif qui est de lutter contre l'islam politique, l'islam radical, et sans noyer le poisson ou trouver des formules et des circonlocutions. Donc, alors justement, sur ce point précisément, Gilles Clavreul, sur ce point précisément, un projet de loi sur la question sera présenté en Conseil des ministres le 9 décembre. Il devrait être baptisé laïcité et liberté. On a beaucoup ergoté ces dernières semaines sur la terminologie choisie par le chef de l'État, le terme de séparatisme plutôt que de communautarisme, par exemple. Est-ce que laïcité et liberté vous semblent être une bonne dénomination ? On verra, d'ici là ça peut encore changer. Sur ces aspects-là, je dirais, sur la toile de fond et la terminologie, il y a encore beaucoup à dire et il y aura certainement encore beaucoup à dire. Ce qui m'a un peu désarçonné au début de l'intervention du chef de l'État, c'est quasiment sa première phrase par dire il ne sera pas question de laïcité. Et puis il finit par dire 10 minutes plus tard, nous allons présenter un projet de loi le 9 décembre, c'est-à-dire la date anniversaire de la loi de 1905, et elle visera à renforcer la laïcité. Donc il y a quand même une contradiction là qui n'a pas été totalement gommée ou surmontée. Enfin, le fait est que c'est pas forcément le plus grave, de la même façon que le débat sempiternel sur est-ce que séparatisme est le bon mot ou pas. J'ai tendance à penser que c'est pas forcément un mot très adapté, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y ait des mesures concrètes et surtout qu'elles soient suivies des faits. Alors là, il y a eu des annonces qui sont quand même très fortes, en particulier en matière de contrôle des associations, en matière d'instruction, quasiment en supprimant, sauf exception, l'instruction à domicile. Ça, c'est des mesures fortes. Donc, fortes et importantes. Vous parliez aussi de la question. Vous parlez aussi de la question des associations. Les mosquées vont être incitées à sortir de la forme associative pour basculer progressivement vers le régime de la loi de 1905. Est-ce une évolution nécessaire pour mieux se protéger, Gilles Clavreul, des influences étrangères notamment ?
Oui, encore que il y aura toujours des voies de contournement possibles et quoi qu'il arrive, même si on durcit les textes, il faut le faire. Il y a un certain nombre de dispositions qui aujourd'hui ne sont pas réellement, n'aboutissent pas à des sanctions efficaces, si vous voulez. Donc il faut durcir la loi pénale lorsqu'il y a des infractions, typiquement lorsqu'il y a des réunions politiques qui se tiennent dans les lieux de culte, ce qui est interdit, mais derrière il n'y a pas de dispositif de sanction vraiment, ou quand il y a des phénomènes d'emprise, quand on empêche quelqu'un de pratiquer sa religion comme il veut, ou qu'on l'incite à la pratiquer d'une certaine façon, il y a des condamnations pénales qui existent, mais qui sont très faibles et qui en plus sont jamais appliquées. Donc là, oui, il y a matière à faire. Maintenant, il ne faut pas se leurrer non plus. C'est très bien de prendre des dispositions législatives, mais ce qui compte surtout, c'est qu'il y ait une pression opérationnelle mise sur le terrain. Et ça, pour ça, il va falloir que l'État se mette en ligne, soit actif, tonique, qu'il trouve des relais parmi les associations, par exemple d'éducation populaire, parmi les collectivités locales. Il va falloir que des élus... Les élus locaux vont jouer un rôle très important sur le terrain. Prennent le problème à bras-le-corps, absolument. Et le chef de l'État a bien fait de préciser ou de prévoir, d'envisager le cas de figure où les élus ne jouent pas le jeu, ou se laissent dominer par la pression, en permettant au préfet de se substituer, le cas échéant, quand il constate qu'il y a une carence de l'action municipale. Ça, c'est typiquement une mesure que le Printemps républicain a proposée il y a déjà 2 ans, et donc évidemment, je peux me réjouir de l'avoir reprise par le chef de l'État. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de mise en œuvre maintenant. C'est ça qui va être déterminant. Et ce qui va être déterminant, c'est de trouver des relais, des appuis solides dans les collectivités locales, auprès des associations, au sein de l'État, y compris là où, pour dire les choses clairement, encore aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas dans un discours en ligne avec ce qu'a dit le chef de l'État, typiquement, qui ne reconnaissent pas la réalité du séparatisme islamiste, et qui finance sur ce sujet-là. Donc là, il va falloir remettre un petit peu en ligne, retendre, si vous voulez, les dispositifs publics qui concourent à l'éducation, au sport, à la culture, etc. Gilles Clavrolle, à l'éducation populaire. En quelques secondes, vraiment, il nous reste peu de temps, malheureusement. Libération titrait ce matin sur le piège du séparatisme. Est-ce que la gauche, ou en tout cas une partie de courant de la gauche, a toujours finalement un problème avec la question de la laïcité ? De plus en plus, oui. C'est-à-dire que c'est cette histoire de 30 ans qui s'est ouverte à partir de l'affaire du foulard de Creil en 1989, et où de plus en plus on a vu deux gauches prendre des chemins opposés et s'opposer de plus en plus vigoureusement. Là, au vu des premières réactions, on est en train de le voir avec, on verra, mais sans doute une gauche républicaine qui va plutôt considérer que ces mesures vont dans le bon sens, et puis à l'inverse, une gauche qui est de plus en plus accessible à des arguments différentialistes ou décoloniaux, et qui va pas attaquer frontalement, qui va dire il n'y a pas de sujet de séparatisme islamiste. Le vrai séparatisme, c'est le séparatisme des riches. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de sujet, mais c'est pas le sujet du jour. Et voilà, ça c'est une façon d'opérer une diversion. Merci beaucoup Gilles Clavrolle d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du Printemps républicain. Bon après-midi et à très bientôt sur Radio J. Et 14h27, on se retrouve après un petit problème technique et avec grand plaisir avec le rabbin Raphaël Sadim. Bonjour Raph Sadim. Bonjour, Chag Sameach à vous et à tous les auditeurs. Shana Tova et Chag Sameach, on vous retrouve désormais tous les vendredis sur Radio J pour étudier ensemble quelques minutes. C'est l'instant Limoud de notre édition. Vous êtes le directeur du collège Vizot Yehuda à Jérusalem, auteur de plusieurs livres, notamment Le Verbe et la Lumière aux éditions du Cerf, ou encore ce très beau livre dont j'ai déjà parlé à l'antenne, Chagim, consacré aux fêtes juives. Monsieur le rabbin Sadine, après une séance de 40 jours qui, du mois de Elul, à Yom Kippour, nous a appelé à la Teshuvah, au repentir, quelle signification prend la fête de Sukkot qui démarre ce soir ? Alors, elle est fondamentale parce que, comme vous l'avez dit, ce temps de 40 jours qui se concentre dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est un travail de repentance qui est lié au temps. L'essentiel de la Teshuvah, ce qu'on appelle en hébreu le repentir, est lié à renouveler le temps intérieur. L'homme est structuré par un temps social, un temps du travail extérieur qui dépossède la possibilité de l'homme d'accéder à une vraie conscience. Et la Teshuvah de ces 10 jours, c'est un retour à un temps de l'âme, un temps intérieur qui permet une clairvoyance spirituelle et intellectuelle. Et qui passe forcément, Rav Sadim, par des jours chômés, par des jours de Yom Tov.
Pas forcément. Ça passe, Shana bien sûr aussi, par Kippour qui sont des jours chômés, mais essentiellement c'est un retour à l'éveil de la conscience par retrouver le temps de l'âme, le temps de l'intériorité qui nous a franchi du temps social qui anéantit la subjectivité et la spiritualité intérieure des hommes. Et le grand chidouche, la grande nouveauté de Sukkot, c'est le courage de la praxis. Ça veut dire transformer cette sainteté. C'est que dans la Torah, le mot kadosh, la première fois qu'il est posé à propos d'un sujet, c'est le temps. La deuxième fois, c'est l'homme. Et la troisième fois, c'est l'espace, avec le temple. Pour nous dire qu'il y a un processus. Le temps sanctifie l'homme. Une fois que l'homme est sanctifié, il doit sanctifier l'espace. Or, justement, Sukkot, c'est le moment donné, la fête de Sukkot, c'est le moment où toute cette spiritualité accumulée pendant ces 40 jours, et plus particulièrement pendant les 10 jours de repentance entre Rosh Hashanah et Kippour, doit être projetée dans l'espace. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment prendre le courage, non pas simplement d'être un être spirituel perché dans les hauteurs, mais de pouvoir édifier cette spiritualité dans l'espace et de partager dans la fête la joie, parce que vous savez que... Dans la matérialité de la soukha, de la cabane. Dans la matérialité. La soukha serait l'espace rédimé, l'espace purifié, l'espace sanctifié, dans lequel toute l'intériorité qu'on a pu accumuler, ce travail d'intériorité qu'on a pu accumuler entre Rosh Hashanah et Kippour, devient tangible, devient existence, devient relation avec l'autre, devient banquet, même devient plaisir du corps, devient fête, devient louange. Et c'est un moment extraordinaire, c'est un basculement du temps vers l'espace qui illumine toute la vie, d'où la notion de la joie. Et basculement, justement, c'est une parfaite transition, Rav Sadine, vers la question de la joie. En préparant notre échange, je suis tombé sur un très joli commentaire du Rav Kook qui explique que le processus d'introspection qu'implique la Teshuvah peut parfois impacter l'énergie positive qui nous anime, conséquence possible que viendrait réparer la fête de Sukkot. Comment est-ce que finalement se manifeste cette joie pendant les 8 jours, ou en tout cas les 7 jours en Israël de la fête de Sukkot? Principalement par l'exercice de la grande mitzvah. Vous savez que cette année, nous avons pendant 7 jours, nous avons le mitzvah 6 jours parce qu'on n'a pas le Shabbat, de prendre le loulav, l'étrog, la haravot, ça veut dire la feuille de palmier, l'étrog, le cidre, le cédra, les feuilles de myrte, ça veut dire la hadas et la harava, les feuilles, on les prend. Et c'est très intéressant parce que ces 4 éléments végétaux renvoient en vérité à l'homme. Le loulav correspond à la colonne vertébrale, l'étrog, le cédra correspond au cœur, le hadas correspond aux lèvres, aux yeux, et la harava correspond aux lèvres. Comme si on nous disait, c'est extraordinaire comme idée, prenez ces 4 éléments qui sont les éléments de votre propre corps et dansez avec devant Dieu. Vous vous rendez compte que c'est-à-dire recomposez votre présence à vous-même. Prenez votre colonne vertébrale, ça veut dire la façon de se tenir debout dans la vie, dans la joie d'exister face au soleil de la vérité, face à la vérité, face à Dieu. Prenez votre cœur et purifiez-le de tout ressentiment. Prenez vos yeux. Apprenez à re-regarder le monde, à redécouvrir votre épouse, votre époux, vos enfants, et prenez vos lèvres, en fait, attention à la médisance, sachez articuler une vraie parole. Et une parole de vie. 4 éléments, parole de vie, on prend ces 4 éléments, et littéralement, on danse. On les secoue. Il y a tout un processus, des règles, des halachot d'ailleurs. Comment secouer ces 4 éléments. Et ces 4 éléments sont littéralement une danse mystique face à Dieu. Et c'est extraordinaire. C'est une joie fondamentale. C'est la joie, on va dire, comme vous l'avez très bien précisé à partir des commentaires du Rav Kook, si la spiritualité n'est qu'une retraite, qui est fondamentale, qui est nécessaire. Mais si elle reste à l'état de retraite et qu'elle ne peut pas se partager et qu'elle ne peut pas s'initier en réalité existentielle, alors elle devient effectivement quelque chose de caduc, de quelque chose de mort. Et c'est très intéressant parce que nos commentateurs nous disent que le lieu de la liberté, il est là. Vous savez que dans le commentaire kabbalistique, il y a plusieurs niveaux d'âme. Vous avez la neshama qui correspond à la pensée, vous avez le ruach qui correspond à la parole, et vous avez le nefesh qui correspond à l'acte. Et le lieu de la liberté n'est pas dans la pensée, puisqu'une vraie pensée, si elle est vraie, elle n'est pas sujette à caution, à plus 1 font 2 pour tout le monde. Si on accueille une parole de vérité, elle est vraie. Elle ne peut pas être choisie, elle est comprise. Un acte aussi est déterminé, si c'est un acte biologique qu'on a besoin de manger, ou c'est un acte créatif qui devient nécessaire. Le seul lieu de la liberté, c'est la parole. Parce que justement, la parole est constituée
de ce dont on a parlé dans ce Rav Kook fait allusion, l'intériorité et l'extériorité. Le discours, le langage humain est composé par ton propre discours et par le discours des autres. Très souvent, nous sommes les ventriloques d'une parole, sans vouloir faire une allusion à votre émission, les ventriloques d'une parole sociale. Et il s'agit de retrouver sa vraie parole. Merci beaucoup. Je vous termine, je vous en prie. Bien. Donc, que pour tout le monde, ce soit une grande joie pendant ces fêtes de Sukkot des Antachem. Merci beaucoup, Rav Raphaël Sadine, de nous avoir éclairé. Shabbat Shalom et Chag Sameach. J'en profite pour souhaiter à tous nos auditeurs et auditrices d'excellentes fêtes de Sukkot. Il est 14h34 sur Radio J.